je vais commencer par me jeter des fleurs. Je pense que j'ai quand même, dans l'ensemble, depuis un an, vraiment bien distribué mes films. D'ailleurs, l'une des premières choses, c'est que, déjà, Thierry Lhermitte, je suis le premier à l'utiliser dans un film, dans Que la fête commence, où il fait le conte dehors, et dans Des enfants gâtés, ce qui prouve quand même à une époque une certaine curiosité. Je vais chercher aussi bien les acteurs au café-théâtre que dans un film où on pouvait trouver Jean-Roger Cossimon, on pouvait trouver des acteurs que Gérard de Sarthe, qui était un des piliers du théâtre d'avant-garde subventionné. Donc d'essayer d'aller dans toutes les directions, d'avoir une vraie curiosité sur le... la deuxième, c'est de connaître les acteurs. Bon, alors Bruno, j'avais aucun problème. Nils Arestrup, je tournais autour depuis un moment, mais j'avais jamais trouvé. Et puis là, je me suis dit, je lui propose le contraire de ce qu'il fait depuis 30 ans. Hein, est-ce que ça va marcher? J'étais un peu intimidé quand j'ai vu Nils la première fois, et puis il est un peu intimidant. Il est comme ça, taiseux, comme ça, là. On l'a invité chez moi et tout, et il y a mon épouse qui, voulant être très très gentille, lui dit vous savez, j'ai été dans votre école de théâtre et j'ai passé là 6 des plus beaux mois de ma vie à écouter vos cours sur le théâtre. C'est un moment qui a été enthousiasmant. Et il lui dit, c'est sans doute la seule raison pour laquelle Bertrand m'a pris. Hein? Et vous dites... Et puis, vous imaginez comment il a dû le dire. Froid. Et là... Fermez la fenêtre. Là, on se dit, il va falloir être sur ses gardes. Hein? Mais résultat, au tournage, le résultat, après, sautait, disait, il y a une chose qui compte, c'est ce que vous avez dans votre salle de montage. Après, et bien le résultat, au tournage et après au montage, c'est un miracle. C'est un miracle. Pour lui, il m'a toujours dit que ça avait été très difficile, parce que ça lui demandait énormément de concentration, de tenir ce ton. C'est là. Mais voilà. Donc, Nils, je fais aussi. Alors, moi, j'ai une méthode aussi. J'utilise une vieille méthode, moi, pour travailler, qui était celle je suis désolé, ça va faire hyper ringard, hein, des metteurs en scène des années 50 qui faisaient la distribution de leurs films avec leur premier assistant. Michel Deville raconte très très bien comment il était donc le premier assistant de Decoing, et que Decoing lui demandait d'aller dénicher des jeunes acteurs, d'aller dénicher des comédiens nouveaux, d'aller là, et qu'il était hyper ouvert comme ça, et que donc c'était Deville qui allait chercher ça. Gilles Grangier le faisait avec Deray, il y avait des gens sautaient, étaient chargés par plein de metteurs en scène de faire ça, ce qui fait que les gens, les assistants connaissaient formidablement les acteurs. Moi, chaque fois que ils allaient dans les cours, le cours Simon, ils allaient dans les... Alors, chaque fois que je peux, moi, je l'ai fait avec Valérie Autenin-Girard, je l'ai fait avec mes premiers films, c'était Laurent Heinemann qui travaillait avec moi de trouver les acteurs. Et là j'avais une assistante formidable, Laure Prévost, et c'est elle qui un jour, elle vient, elle me dit, il faudrait que tu vois Thomas Chabrol, je pense que c'est... Et j'avais pas pensé à lui. Et dès que je l'ai vu, hop, c'était marqué, c'était évident. C'est quand vous faites travailler des gens qui sont vraiment intelligents, qui ont compris ce que vous voulez, qui sont à l'intérieur de l'équipe du film, ils vous amènent des idées formidables. Vous amènent des idées. En plus, ils ont quelquefois travaillé avec les comédiens dans certaines situations. Je sais pas, à un moment, on s'était dit, après avoir vu l'affaire Gorgi, est-ce qu'on peut pas recycler quelque part Houellebecq, hein? Et elle m'avait dit, Laure, fais gaffe, hein, parce que ça nous a pris... c'est pas qu'il était plutôt très bon, mais on ne comprend rien de ce qu'il dit. Et il n'arrive pas à articuler, en plus ça nous prenait des 30 prises pour arriver à avoir un truc audible. Donc à ce moment-là, on se dit,
Écoutez, on va prendre quelqu'un qui est aussi bon et qui est audible à la première prise. Mais voilà, donc, c'est de chercher des gens. Il y a des comédiens que je rêvais de travailler avec Anaïs de Moustier. Je rêvais. Ça, j'avais fait des essais avec elle pour La Princesse, où elle était vachement bien. Un tout petit peu... elle était peut-être Mélanie était peut-être un tout petit peu plus un physique d'époque, Mélanie Thierry. Un tout petit peu plus le visage, l'être-honnête, des choses comme ça. Mais Anaïs, c'est une comédienne somptueuse. Alors là, vous avez quelqu'un qui sait amener un rythme dans une scène, qui sait parler très très vite en étant très très compréhensible. C'est formidable. Julie Gaillet, j'ai pensé à elle. Petite hésitation, elle, Géraldine Pellas. Hein, et puis tout d'un coup, Julie, le fait que Julie soit aussi une passionnée de politique. Je me suis dit, ça va me servir. Non, c'est parce qu'elle connaît le monde. Et je la vois, et ce qui a entraîné le truc, elle me dit, est-ce que tu sais que quand Canal Plus m'a demandé une carte blanche, j'ai demandé de la faire sur le ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai filmé pendant 4 jours le fonctionnement des affaires étrangères. Donc j'avais quelqu'un qui avait déjà fait son travail, et qui connaissait la maison de l'intérieur. Et tout de suite, elle est rentrée dans le personnage, comme ça. C'est très émouvant, moi, mes rapports avec François Perrault. Parce que j'ai même utilisé une phrase de dialogue qu'il m'avait dite après La vie, rien d'autre. On a tous à l'intérieur de nous un petit vieillard qui tricote avec une phrase de François Perrault. Il me l'a dit un jour, j'ai dit, François, j'utiliserai cette phrase parce qu'elle est sublime. Elle fait partie des phrases sublimes qu'on peut avoir quand on discute avec Perrault. Quand il disait à Marielle qu'il voulait l'inviter à une projection de ses films, il dirait non, je viendrai aux projections privées quand on invitera les chevaux de western. Et alors, il m'a dit, François, il m'avait dit, vous savez pourquoi vous êtes un metteur en scène que j'adore, c'est que quand je vous ai proposé un truc qui était complètement dingo dans le coup de torchon, là, le colonel Tramichel, et que je m'en vais en disant c'est la faute à Daladier, c'est Daladier, et je me retourne et je fais je vous ai vu rire comme un fou, il me dit, et vous l'avez gardé ça. Et c'était une idée folle, de faire pour Daladier, parce que c'est le taureau du Vaucluse. Le taureau du Vaucluse, il dit, personne ne le savait, c'est un truc comme ça. Le fait que vous l'ayez gardé, je me suis dit, ah ben ça c'est quelqu'un avec qui j'ai envie de retravailler, parce que c'est vraiment... mais c'est vrai que François Perrault, il vous propose faire le taureau du Vaucluse à un moment. Donc c'est un bonheur. On peut avoir nostalgie de ce cinéma, mais ce cinéma était souvent, je parle surtout des années 30, après d'origine théâtrale, avec des acteurs qui pour marquer la couleur, forçaient le trait. Maintenant, le rapport du public à ce style de jeu a légèrement changé et oblige à une retenue un peu plus différente. Mais vous avez un certain nombre de films. Attendez, les films de Claude Sautet sont des merveilles de distribution. Et vous avez des masses de second rôle dans les films de Claude Sautet. Les films de Claude Sautet, excusez-moi, les films de Claude Sautet ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Ils sont merveilleux, mais... Oui, mais c'était des films où vous aviez des multitudes et des multitudes de personnages. C'est vrai qu'il y a tout un cinéma qui tourne autour de petits groupes branchés de gens comme ça, là. Mais même... comment ça s'appelle, le truc sur Noël de Desplechin, il y avait énormément de personnages, énormément d'acteurs très très bons dans le truc de Desplechin, et de d'autres cinéastes, là, alors, et qu'à l'intérieur, le cinéma, chez Philippe Liorret, il y a vachement de personnages qui sont intéressants, d'acteurs qui sont intéressants, chez Liorret, chez Assayas, dans Carlos, tous les seconds rôles de Carlos sont bien, sont vraiment bien. Les flics, les gens, les trucs. Il y a une justesse qui est formidable. C'est vrai que parfois,
dans un cinéma, et quelquefois il y a des gens dont on sent qu'ils ont envie de filmer les gens qui appartiennent à un même groupe, à une collectivité, ou qui sont dans un même clan artistique. Alors, le film de Giannoli, à l'origine, il y a vachement de personnages à l'origine. C'est là où j'ai découvert Socko, où j'ai découvert plein d'acteurs que j'avais jamais vus et que je trouvais mais génial. Je crois que Xavier, moi je pense, c'est un des types qui s'est trouvé dans Quand j'étais chanteur. Il y a au moins une douzaine de gens qui arrivent comme ça et qui sont complètement surprenants. C'est pas complètement vrai, ça. Et parfois on est injuste vers des metteurs en scène qui ont réussi des distributions très très poussées, très élaborées. Le propos du film, c'est pas de faire les guignols de l'info. Voilà. Et Dieu sait si les guignols de l'info me font rire, mais c'est pas du tout dans cette direction que je vais. C'est pas du tout là. Et c'est pas de refaire la conquête, c'est pas donc, puisque au contraire, je parle de gens qu'on ne voit pas, dont on ne connaît pas les images. Donc c'est aussi intéressant de garder cette distance que procure l'anonymat, il faut la garder avec les noms. Seul problème, et ça m'a donné des sueurs froides, ça a été quand il s'est agi de montrer Bush. J'ai hésité 20 fois, est-ce qu'il fallait le montrer, pas le montrer, comment le montrer. Alors j'ai décidé qu'on le voit sur la télé de loin, à chaque fois, de loin. Puisque c'est la seule personne qui est là, qui contredit, et en même temps, inventer un truc aurait été incompréhensible. Hein? C'est inventer un personnage qui aurait dû dire des phrases qui n'auraient eu aucune référence, on n'aurait pas vu ce dont ça aurait pu s'embrouiller, tandis que la vision de Bush, même de 2 secondes, à la fois clarifie le propos et évite les explications. Et en même temps, c'est ce qui cristallise le nœud. C'est quand même les États-Unis. C'est le petit groupe qui va se payer. Oui, c'est le petit groupe qui s'oppose, de mousquetaires qui va s'opposer aux États-Unis. De Goliath, et de Goliath, qui est quand même, c'est Bush qui est. Porte quand même son relatif crétinisme sur lui. Oui. Voilà, et alors, de même moment, et donc ça permet au ministre de dire « répondez-moi à ce connard », comme ça. Le pari du film, c'est que tout est transposé d'événements que Antonin Baudry a vécu, hein, même s'il les a transposés, mais tout le monde au Quai d'Orsay vous parle du déjeuner avec le prix Nobel. C'est un événement qui a été célèbre. Ça fait partie de la légende urbaine du Quai d'Orsay. Avec des temps de parole qui varient selon les... Parce que finalement, il y a plus de gens qui ont été témoins qu'il peut y avoir même de personnes dans le Quai d'Orsay. C'est-à-dire que chaque fois qu'on en rencontrait un, il nous disait « Oui, il a parlé 35 minutes, il a parlé 45 minutes avant qu'on lui parle le petit papier, tout ça. » Bon. Mais c'est une histoire qui est célébrissime, l'histoire du déjeuner et du petit papier qu'on fait passer, qu'on fait circuler en disant « laisse-la parler ». Mais cette fascination du politique pour le littéraire apparaît 2-3 fois, c'est une chose que vous vouliez mettre ou c'était propre à certains hommes politiques, ça l'est beaucoup moins maintenant. Il y a un mélange des deux, lui il en est au stabilo, mais en même temps il faut qu'il se cautionne par le poète, par l'auteur. Oui, il y avait chez certaines personnes, ça existait chez lui, ça existait chez Mitterrand, ça existait chez... Il y a vraiment certains... Bruno Le Maire est un homme très régulier. Le fait aussi de vouloir rencontrer des intellectuels, mais de jamais les laisser parler, est très récurrent. Moi, on m'a raconté, à une ou 2 reprises, des convoqués par Sarkozy, où plein de gens se retrouvaient à déjeuner,
Jean-Claude Carrière m'a raconté, où il y avait Jean Daniel, il y avait des masses de gens qui étaient là, et où Sarkozy a parlé du début à la fin. Et puis il s'est levé, a dit c'était très intéressant de voir, il est parti, et à chaque fois je pense à cette scène extraordinaire, merveilleuse d'un film de Christian Jacques qui s'appelle Un revenant, écrit par Janson, où Marguerite Moreno vient voir Louis Jouvet et lui parle, puis se lève, dit « Je vois que tu es venu jeter le trouble dans cette famille de cloportes, là, et elle s'en va, et elle lui dit, elle revient, elle dit « Toujours aussi intelligent ». Et il n'a pas dit un mot, et c'est une scène formidable, ça. C'est une scène magnifique. Le cauchemar du comédien, quand même. Hein? Le cauchemar du comédien, quand même. Ah non. Intelligence de Jouvet, qui, Janson avait écrit des réparties. Et Jouvet a dit, on me les coupe. Je dis rien. Je reste là. Et c'est beaucoup plus efficace. Et c'est à la suite de ça qu'il engage Marguerite Moreno pour La Feuille de Chèvre. Voilà, mais la scène, moi, vraiment, si les gens veulent prendre ce que c'est qu'une vraie scène de comédie dans l'écriture, cette scène, elle est formidable.